L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 58 impose aux personnes auditionnées de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce que vous voulez bien vous lever, lever la main droite et dire « je le jure ». Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de Parole d'honneur. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'universalisme. Alors pour la plupart des gens, l'universalisme, c'est un beau mot qui est synonyme de fraternité, de rassemblement et d'unité. Pourtant, c'est une notion qui est de plus en plus controversée. Elle est même suspectée de servir des politiques de nationalisme et racisme. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir autour de moi Étienne Balibar. Vous êtes un philosophe d'envergure. Vous jouissez d'une renommée internationale puisque vos textes, vos écrits sont traduits et sont discutés outre-Atlantique. Vous avez, parmi de nombreux ouvrages, vous avez coécrit avec le sociologue Immanuel Wallerstein un livre de référence qui s'intitule « Race, Nation, Classe » en 1988. Sous-titré « Des identités ambiguës ». Voilà, merci pour cette précision. C'est un livre dans lequel vous vous interrogez la spécificité du racisme contemporain et la manière dont ce dernier nous permet aussi de repenser l'articulation du nationalisme avec la lutte des classes. Norman Ajari, vous êtes presque, on va dire, un habitué des lieux. Aujourd'hui, on vous connaît. Je rappelle que vous êtes aussi philosophe décolonial, que vous êtes un spécialiste de Frantz Fanon et que vous êtes en cours d'écriture d'un livre sur la dignité d'un point de vue afro-décolonial qui sera prochainement publié aux éditions de La Découverte. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, Étienne Balibar, dans votre ouvrage récent « Des universels », vous évoquez la question de l'universalisme et vous dites qu'au lieu d'être un facteur unificateur, il est au contraire une source de conflit entre les êtres humains. À cet égard, vous dites que l'énonciation de l'universel ne peut unir qu'en divisant. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage à ce propos ? Vous commencez pas par le plus simple. Je vous remercie. D'abord, je vous remercie de votre invitation. N'entrons pas dans les détails, mais je suis très heureux et très honoré. Merci à vous d'être là. Voilà, bon. Alors, ensuite, je vais venir à votre question, mais vous avez fait une petite introduction à laquelle je voudrais réagir d'un mot. Bon, vous avez dit la question se pose de savoir s'il fallait en finir avec l'universalisme. C'est ça. Voilà, bon. Alors, je vous dirai tout de suite, comme ça, les choses seront claires. J'attends avec curiosité la réaction de Norman, avec qui je suis extrêmement content de me retrouver aussi aujourd'hui, bien sûr. Mais je vous dirais qu'en ce qui me concerne, la réponse est dans la question. C'est-à-dire que l'idée d'en finir avec l'universalisme est une absurdité, une sottise, une monstruosité, tout ce qu'on veut. Mais c'est pas, évidemment, dans cette perspective que je me placerai, parce que en finir avec l'universalisme, ça veut dire en finir avec l'égalité, ça veut dire en finir avec l'idée que les hommes, les femmes, enfin je prends homme dans le sens générique, les êtres humains de tous ces lieux profondément différents, bien sûr, et même contradictoires entre eux, qui constituent la planète dans laquelle nous vivons aujourd'hui, n'auraient ni objectif commun, ni intérêts communs, ni idéaux à partager, et en particulier les plus importants à mes yeux, qui sont les idéaux d'émancipation. Bon. Donc le problème pour moi, c'est pas d'en finir, c'est plutôt de continuer, et si possible, évidemment, de changer quelque chose à la représentation que nous nous faisons de l'universalisme. Ce qui veut dire, et je vais maintenant en venir à votre question, que pour moi, l'universalisme n'est pas quelque chose de donné, même s'il y a, ou de donné une fois pour toutes, bon, même s'il y a derrière nous une longue tradition très complexe sur laquelle il faut réfléchir, mais c'est quelque chose qu'il faut construire, et c'est quelque chose qui constitue pour moi, et j'espère pour beaucoup d'autres aussi, un objectif. Bon. Alors, ceci étant dit, effectivement, j'ai écrit ces phrases que vous avez indiquées. Bon. Et
pas faire trop compliqué, je dirais que j'ai deux raisons fondamentales, qui sont à la fois politiques et philosophiques. La première, c'est que si paradoxal que ça puisse paraître, mais c'était un peu implicite dans ce que je viens de dire, il n'existe pas un universalisme ou une seule variante de l'universalisme. Il faut donner des noms, bien sûr. Les universalismes sont des discours qui imprègnent des conduites, des institutions. Et ils ont une longue histoire derrière eux. Et aujourd'hui, nous sommes les héritiers de toute une série de discours universalistes, et de conceptions de l'universalisme qui ne s'organisent pas simplement comme un progrès, si vous voulez, comme s'il y avait une seule orientation possible, mais dont on voit bien qu'ils sont, sur des points quelquefois importants, divergents, éventuellement en conflit les uns avec les autres. Donc, le vrai problème, c'est pas... Alors, on peut donner des exemples. Évidemment, toutes les grandes religions monothéistes occidentales dans lesquelles j'inscris par définition l'islam, mais qui est une religion occidentale par excellence. Mais évidemment, on peut penser aussi, si on s'intéresse à l'aspect religieux du problème, aux universalismes orientaux. Le bouddhisme est peut-être le plus remarquable ou le plus facilement comparable d'entre eux, sont des universalismes. Le discours des droits de l'homme et du citoyen, dont je suis sûr qu'on va beaucoup reparler, parce que c'est lui qui peut-être soulève les questions les plus délicates dans le contexte où nous nous trouvons aujourd'hui, est un grand discours universaliste. Le multiculturalisme, dans certaines de ses variantes aussi, celles qui d'ailleurs à mes yeux sont les plus fructueuses, les plus intéressantes aujourd'hui, est une façon de repenser le cosmopolitisme à l'âge où les cultures ne sont plus, si elles l'ont jamais été, complètement séparables les unes des autres. Donc c'est un universalisme. Et ce que certains théoriciens, pour une part venus du discours postcolonial, mais avec d'autres origines aussi, appellent aujourd'hui le planétarisme. C'est l'expression dont se sert Paul Gilroy ou d'autres. C'est évidemment un universalisme. Donc, on ne peut pas ne pas les prendre en considération, y compris ceux qui sont à venir. Et on n'a pas intérêt, me semble-t-il, ça c'est mon point de vue, à essayer de pratiquer une espèce d'écuménisme pacificateur, ou en tout cas bien pensant, on pourrait dire les choses de cette façon, et de faire comme s'il n'y avait ni conflit, ni différence, ni divergence, ni problème à trouver un langage commun. Donc ça c'est un premier niveau, si vous voulez, de conflictualité. Il y en a un deuxième, je sais que je suis un peu long, je m'excuse, qui communique avec le précédent, mais qui est quand même philosophiquement distinct, qui pose un autre problème. C'est le fait que l'universalisme ou l'universel doit être énoncé. C'est-à-dire il doit être énoncé par des gens qui occupent une certaine position dans le monde ou dans la société, qui défendent des intérêts, y compris au moyen du discours de l'universel, et puis c'est dans une langue ou à l'intérieur des traditions d'une certaine culture. Donc, et finalement, ça retentit à l'intérieur de la conscience ou de la subjectivité de chacun d'entre nous. Or, non seulement il n'y a rien d'automatique à ce que le discours de l'universel soit immédiatement convaincant ou accepté sans problème, mais en réalité, c'est une façon de mettre en question pour chacun, pour lui-même et dans ses rapports avec les autres, la place qu'il occupe dans une communauté, la façon dont il se représente son identité ou ses identités, parce qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous avons plusieurs identités à la fois. Et donc, c'est pas une façon d'enterrer, si vous voulez, tous ces problèmes d'identité, de conscience, d'engagement, de perspective collective pour l'avenir, mais c'est une façon de les aviver, de les faire venir au jour, et au fond, j'aime bien l'expression italienne mettere a fuoco, de mettre le feu, ou en tout cas d'intensifier
intensifier tous les grands choix personnels et existentiels que nous avons à faire. C'est pourquoi j'ai dit que l'universel ne peut pas unir, ce qu'il peut faire, en effet, ou ne peut pas rassembler, sans en même temps diviser les gens entre eux et diviser chacun d'une certaine façon par rapport à lui-même. Et évidemment, c'est bien plus intéressant parce que ça veut dire que la pensée de l'universel n'est pas une pensée de l'harmonie préétablie, mais c'est une pensée du conflit, une pensée de la dialectique, dans certaines circonstances, une pensée du tragique. Norman Ajari, vous êtes, je le disais tout à l'heure, vous êtes spécialiste de Frantz Fanon. Il se trouve que Frantz Fanon, entre la rédaction de Peau noire, masque blanc et la rédaction des Damnés de la Terre, il est courant de dire qu'il a beaucoup évolué sur notamment la question de l'universalisme. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur cette évolution et ce qu'elle peut nous apprendre aussi vis-à-vis de cette notion ? Oui, je pourrais en parler. Tout d'abord, bon, je vais dire évidemment le plaisir que j'ai à être encore invité pour cette deuxième émission, et évidemment le grand plaisir que j'ai à discuter avec Étienne Balibar, bon, qui est évidemment un auteur que j'ai considérablement pratiqué, qui est pour moi une source d'inspiration conséquente. Bon, ce que je voudrais dire avant tout, c'est évidemment, disons, un accord avec beaucoup de choses que dit Étienne Balibar et disons dans sa conception générale de l'universel. Mais cet accord ayant été dit, et il est massif, j'aimerais m'attacher un petit peu à certains points qui, disons, seraient des points de désaccord et qui ne sont pas évidemment étrangers à la question du parcours de Frantz Fanon. Je vais vous lire un petit passage, si vous me permettez, un petit passage assez court du livre d'Étienne Balibar. C'est le livre des universels. Des universels, essais et conférences. Je ne sais pas si c'est une référence à Heidegger. Petit passage. Je tremble. Je vais dire. C'est un passage, disons, je l'avoue, qui m'a un petit peu heurté quand je l'ai lu. Pourtant, c'est un passage assez. C'est pas un passage, disons, où une thèse philosophique véritablement centrale du livre est annoncée. Je ne crois pas. Mais disons, c'est un passage qui a eu sur moi un effet assez conséquent et disons un effet de révélateur que j'aimerais soumettre à la discussion. Vous dites, les débats sur l'opposition entre l'universel et le particulier, a fortiori entre l'universalisme et le particularisme, sont beaucoup moins intéressants et décisifs que des débats entre différentes conceptions de l'universel ou différentes universalités. Et j'avoue, j'ai été un petit peu saisi par ce texte-là. Bon, quand on vit un texte philosophique, il peut avoir des effets considérables. Je me suis rendu compte que ça me semblait problématique, en tout cas personnellement. Je me suis dit, mais ça veut dire que les questions qui m'intéressent, puisque dans les questions décoloniales, dans les questions de la pensée africaine, de la philosophie africaine, les débats de la philosophie africaine évidemment qui sont considérables, la question du particulier est une question centrale. Oui. Et donc je me suis dit, mais est-ce que les questions qui m'intéressent sont des questions qui ne sont pas intéressantes et pas décisives ? Et bon, ça m'a fait réfléchir. Et bon, par ailleurs, ce sont pas des choses qui hantent le livre à ce point-là, mais qui m'ont donné. C'est un point important. C'est un point important, oui. Peut-être plus important que je ne le pense moi-même. Tant mieux alors. C'est vrai que je me suis rendu compte, c'est peut-être trivial, mais derrière ce genre de trivialité, il y a souvent des choses. Quand on présente des auteurs de la tradition africaine afrodescendante, qui, comme on le sait maintenant, m'intéresse beaucoup, on dit souvent, regardez le travail de Césaire, regardez le travail de Fanon, regardez le travail de Bicot, je pourrais en citer un tas. Il y a toujours de l'universel là-dedans. Regardez comme ils arrivent à toucher l'universel, etc., etc. Et ce sont des thèses qui sont exactes. C'est vrai que ces auteurs sont des auteurs qui refusent d'abandonner l'universel. Et bien entendu, je me situe dans cette filiation-là, et je refuse moi-même, disons, d'abandonner l'universel. Et évidemment, tout l'important, comme Étienne Balibar le déploie avec beaucoup de sagacité dans son ouvrage, c'est une affaire de définition agonistique, de définition combative de l'universel par rapport à d'autres. Mais il y a aussi cette agonistique qui travaille la question du particulier, je pense. Quand on dit comme cela, il y a de l'universel dans ce que dit Césaire.
on oublie en même temps, me semble-t-il, que l'essentiel de son travail, c'est de parler de la particularité nègre. Une considérable part du travail de Fanon, c'est de parler de la particularité de la lutte algérienne et de la spécificité de ce qui s'y trame. Même s'il est, comment dire, toutes ces choses-là sont travaillées par le discours de l'universel, etc. Il y a une tentative de particulariser une lutte. Et quand on dit ça, quand on dit il y a de l'universel qui travaille ça, ces types-là arrivent à atteindre l'universel à travers leur poésie, à travers leur travail, je me demande s'il n'y a pas, en même temps, quand on dit ça, l'idée d'une imprésentabilité ou d'une espèce de tabou de la particularité nègre ou de la particularité du colonisé qui fait qu'on a envie de boucler immédiatement sur l'universel alors que l'essentiel de ce que ces gens font dans leur travail, c'est de parler de la particularité africaine, c'est de parler de la particularité nègre, c'est de parler de la particularité algérienne dans le cadre du livre dont on n'a pas parlé puisque vous avez parlé des damnés de la terre et vous avez parlé de Peau noire, masque blanc et entre les deux, il y a cet ouvrage absolument fondamental, le livre le plus dialectique de Fanon, qui est l'enceinte de la révolution algérienne. Bon. Voilà. Ce qui me pose problème, c'est, et donc sans véritablement répondre à la question, mais disons, en amenant cette problématique-là, la question de est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est intéressant pour un lecteur lambda, disons, de ces auteurs-là, d'y trouver de l'intérêt, même si cet universel-là n'est pas présent. Est-ce que l'universel est la condition qui rend un texte intéressant, ou est-ce que la particularité nègre en tant que telle, est-ce que l'idée même d'une particularité africaine en tant que telle rend, comment dire, condamne à l'inintérêt ou au caractère dérisoire un texte et une pensée? Voilà, ça c'est une question que j'aimerais soulever. Je dis, c'est qu'une question, évidemment j'ai peut-être des éléments de réponse, mais j'aimerais commencer par ce questionnement-là, parce qu'il me semble fondamental. Et peut-être encore une dernière remarque, qui est peut-être la traduction politique de cela. La traduction politique de cela. Nous sommes dans des contextes politiques où, aux États-Unis peut-être surtout, l'existence des Noirs, dans certains lieux, n'est pas assurée. Comment dire, le simple fait qu'ils déambulent dans la rue vêtus d'une capuche peut conduire à leur mise à mort. De tels événements existent en France à une intensité évidemment moindre, mais en France, il y a d'autres problèmes qui sont, beaucoup plus intenses qu'aux États-Unis. Par exemple, c'est le droit à l'existence culturelle. Le droit à l'existence culturelle autonome, je pense que cette émission a pour but de rendre possible, d'une certaine manière, cette existence culturelle autonome des communautés afrodescendantes et des descendants des immigrations postcoloniales en général. Ce droit à l'existence culturelle, à la spécificité, évidemment, est immédiatement taxé de communautariste à chaque fois où il tente d'apparaître dans l'espace public. C'est un problème qui est, disons, pour l'Europe et pour la France en particulier, extrêmement prégnant. Et en conséquence, la question de ce droit au particulier ou de cette possibilité, cette présentabilité même du particulier, d'un particulier qui, disons, ne serait pas nécessairement d'emblée, je dis bien d'emblée, parce que, évidemment, on finit toujours, d'une certaine manière, quand on politise les questions, par aboutir à l'universel, mais qui ne serait pas d'emblée mis sous condition de son universalité ou de la perspective de son universalité, qui ne serait pas sous, disons, cette espèce de chantage à « tu dois être universel, sinon, disons, tu n'es pas présentable », cette question-là, je pense, elle est véritablement centrale. Est-ce que c'est possible d'être, comme le dirait, disons, qu'on peut le dire dans le langage de Césaire, est-ce que être simplement nègre, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible avant tout, disons, que de commencer par là, d'avoir cette possibilité d'exister? C'est le point de départ. Et quand elle n'est pas assurée, disons, je pense que la question de l'universalisme ne doit pas être mise dans un premier temps et qu'il y a encore un enjeu du particulier. Le particulier n'est pas quelque chose qui est, disons, simplement à dépasser. Il y a un enjeu. Merci Norman. On est au pied du mur, hein? Bon. Bah, écoutez, je peux répondre. Bien sûr, vous êtes là pour ça. Il y a plusieurs aspects dans ce que Norman vient de dire. Mais évidemment, d'abord, je le remercie d'être allé chercher un passage, et qui plus est un passage qui fait problème, dont l'interprétation, l'usage fait problème dans ce que j'ai écrit. Et puis surtout, je suis très content qu'il pose le problème avec ce degré de radicalité. Bon. Alors j'espère que tu ne vas pas croire que je cherche ou bien à te rouler dans la farine, ou bien d'ailleurs tu ne te laisseras pas faire, je te connais, bon, mais ou bien à pratiquer une espèce de
de tour de passe-passe, on pourrait dire, verbal. Mais je vais revenir à la particularité et si tu permets aussi à la différence. Les deux termes ne sont pas strictement interchangeables, mais je pense qu'on a besoin des deux. Bon, mais il me semble que le discours que vient de tenir Norman illustre exactement, en tout cas pour moi, il illustre exactement ce que j'ai voulu dire quand j'ai dit que les conflits les plus fondamentaux, les plus radicaux, les plus inconciliables d'une certaine façon, sont des conflits qui opposent entre elles différentes conceptions de l'universel. Parce que tout ce que tu viens de dire pour moi, c'est une façon d'esquisser et de nourrir, au fond, de remplir de substance et d'expérience contemporaine, une conception de l'universel qui, naturellement, n'est pas la conception dominante, qui surtout n'est pas la conception institutionnellement dominante, naturellement, dans les sociétés, on les appelait, alors là, post-coloniales au sens où elles ont hérité de toute leur propre idéologie colonisatrice, mais qui est d'une certaine façon justement plus universelle, ou une façon en tout cas d'opposer à un universalisme étriqué, répressif, limité, un universalisme plus large, justement celui dans lequel la particularité et la différence ne sont pas systématiquement refoulées ou réduites au silence. Bon, alors évidemment, pour soutenir ce point de vue, que ça ne soit pas juste la réponse du berger à la bergère, il faut argumenter un peu. Bon, donc je dirais, je te demande la permission simplement de prendre deux ou trois points. Bon, je dirais d'abord que il faut prendre toute la mesure du fait que les constructions institutionnelles de l'universel qui sont liées à des régimes d'exploitation, de pouvoir, de domination. Bon, et par définition, c'est elles qui se présentent à nous d'abord ou qui s'imposent à nous, sont des conceptions qui ou bien assujettissent, domestiquent, ou bien refoulent, éliminent, interdisent purement et simplement l'expression de la particularité et de la différence. Bon, soit parce que il faut un discours dominant plus ou moins uniformisateur. Bon, c'est lié à ce que dans mon livre et ailleurs dans des interventions récentes, j'ai appelé le mélange ou l'étroite fusion, si tu veux, de la question de l'universalisme et de la question de la communauté. Et la communauté dominante, c'est la communauté politiquement organisée. Dans certaines circonstances, c'est la communauté religieuse, dans d'autres, c'est la communauté des citoyens. Et de toute façon, c'est une communauté qui cherche en son propre sein l'uniformité, lapsus, bon, et qui, par conséquent, a tendance à marginaliser ou refouler les différences. Mais dans le cas de la négritude que tu évoques, il y a évidemment quelque chose qui est bien plus violent que cette simple marginalisation ou secondarisation de la particularité et des différences, c'est tout simplement l'interdit d'existence. Hein, bon. Et cet interdit d'existence que tu as décrit, il se vérifie à tous les niveaux. Il se vérifie au niveau culturel, au niveau de la langue, au niveau de la conscience, au niveau des droits culturels, comme tu l'as dit, et au niveau physique. Et derrière cet interdit, il y a évidemment l'extrême violence des sociétés coloniales ou post-coloniales, les États-Unis d'aujourd'hui, la France des banlieues et d'autres quartiers encore en sont des illustrations flagrantes, c'est-à-dire la peur. C'est-à-dire la peur, c'est-à-dire la panique qui saisit un système de domination, ceux qui le représentent ou ceux qui en sont les instruments, qui en pratiquent au quotidien, je dirais, les tâches administratives et éventuellement répressives, devant le simple fait que ceux qui sont dans ces positions d'inégalité et d'exploitation puissent prendre la parole
se nommer eux-mêmes, faire valoir leur propre solidarité, et en somme représenter un défi ou une provocation qui remet en question l'ordre de la domination. Bon. Donc, à partir de là, il ne faut pas que ce soit trop long, et puis je suis sûr que tu peux objecter toi-même à ça quelque chose. Bon, je dirais qu'il y a un premier mouvement, évidemment, élémentaire, dont la question se pose de savoir quelle relation il entretient avec la question de l'universalité et de l'universalisme, c'est l'affirmation du droit à l'existence. Dans un certain langage, ça peut se dire aussi la dignité, c'est le fait tout simplement d'exister comme homme et comme acteur de son propre destin en face de ceux qui ne t'acceptent que si tu veux bien te coucher ou si tu veux bien accepter la perpétuation indéfinie de l'exploitation et du mépris. Bon. Alors à ce moment-là, on entre dans un deuxième aspect du problème, à mes yeux. Enfin bon, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la question de l'énonciation. Et les exemples de ces airs que tu viens de prendre à l'instant, je ne vais pas disputer avec toi, tu le connais mieux que moi d'une certaine façon, ou de Fanon, évidemment, très important à mes yeux, sont très éloquents de ce point de vue. La particularité qui est revendiquée de cette façon est bien entendu revendiquée dans sa spécificité, dans sa substance. Hein. Il faut qu'elle s'exprime, il faut qu'elle se voie, il faut qu'elle ait le droit d'être vécue. Mais je dirais qu'elle est revendiquée dans la modalité de l'universel. Elle est revendiquée dans la modalité de l'universel. C'est-à-dire qu'elle est revendiquée au fond comme ce qui met en crise une certaine conception dominante ou restrictive ou exploiteuse de l'universalité, de façon à faire voler en éclats en quelque sorte l'imposture qu'elle recouvre. Hein, bon, et à ouvrir vers un autre droit, une autre possibilité, dans laquelle le particulier ne cherche pas purement et simplement à se refermer ou à s'enfermer sur lui-même, même s'il y a des tactiques, comme on sait, essentialistes qui sont quelquefois nécessaires, mais tout simplement à exister parmi toutes les autres, de façon à devenir une composante d'une autre humanité, qui évidemment n'existera que si le discours de l'oppression a été remis en question radicalement. Bon, donc il me semble que dans toutes les révoltes, hein, et ça vaut pour le Black Power comme ça vaut pour la révolution algérienne dans la bouche de Fanon, il y a un puissant élément d'universalité militante qui va au-delà de la simple défensive, si tu veux, ou de la simple revendication du droit à l'existence, même si c'est un point de départ fondamental, et qui esquisse quelque chose comme une transformation du monde ou une transformation de la société. Et si l'universalisme, si c'est pas ça l'universalisme, je sais pas ce que c'est. Bon, alors je m'excuse, je suis un peu long, mais je suis sûr que il y a beaucoup à redire à ce que je viens de dire. Bon, mais je pense que il faut ajouter une troisième couche, c'est-à-dire que à l'épreuve de ce conflit très violent, hein, bon, et qui porte quelques-unes des espérances et des forces d'émancipation les plus importantes des sociétés dans lesquelles nous vivons. Ça ne date pas tout à fait d'aujourd'hui, puisqu'on se réfère à Fanon, ça remonte au moins aux luttes de libération coloniale, si on se réfère au Black Power ou plus généralement au mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, ça remonte aux luttes des anciens esclaves, etc. Bon, toute cette force contestataire, si tu veux, bon, qui met l'universalisme dominant au pied de ses propres contradictions, bon, oblige aussi à repenser l'universel et l'universalisme. Bon. Alors évidemment, dans mon livre, j'ai joué avec la tradition philosophique, j'ai cherché des ressources. Bon. J'ai, avec d'autres, je ne suis pas du tout le seul à avoir pensé à ça, dit il faut arriver à tordre la notion de l'universel de façon à ce que le primat absolu de l'un ou de l'unité, hein, bon, qui est souvent au service de
l'oppression et de la répression, mais qui a en lui-même, en plus, une capacité de simplification, on pourrait dire les choses supplémentaires, bon, soit remis en question en quelque sorte de l'intérieur. C'est-à-dire comment arriver à penser une universalité qui soit une universalité de différence ou qui soit une universalité pluriel, ce que j'ai appelé avec Ernst Bloch un multiversum. Et évidemment, le problème, c'est que ça sera une universalité que si on ne se contente pas simplement, comme l'a voulu une certaine tradition culturaliste, de juxtaposer les différences ou les particularités, c'est-à-dire de vouloir que chacun soit à sa place. L'objectif, c'est pas que chacun soit à sa place. L'objectif, c'est que chacun entre en dialogue et le cas échéant en conflit avec l'autre, dans un processus, on pourrait dire, de reconnaissance, un des grands mots de la philosophie d'aujourd'hui, et même à la limite, c'est que chacun réussisse à penser en quoi, et Fanon est admirable de ce point de vue, bien sûr, une identité qui se définirait simplement par le fait qu'on est d'un côté ou de l'autre d'une ligne de démarcation est subjectivement insuffisante ou invivable. Bon, alors de ce point de vue, évidemment, il faut bien dire que l'universel ou la conception de l'universel qui est dominante pour toutes sortes de raisons historiques dans les pays du Nord, et en particulier dans les pays de tradition républicaine ou démocratique, bon, ça vaut tout particulièrement pour la France, celui qui a été hérité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est un universalisme insuffisant et dont on prend conscience aujourd'hui qu'il est en contradiction avec lui-même. Parce que c'est un universalisme dans lequel la différence n'a pas de place, constitutive. Bon, et on sait, ça, le point important, c'est les grandes différences qui font que les hommes, au sens générique, ne sont pas interchangeables les uns avec les autres. C'est-à-dire, c'est les différences de sexe et de genre, ou de sexualité, c'est les différences de culture et de race, suivant les contextes, on peut employer l'un ou l'autre de ces termes, mais il y a d'autres différences encore, l'adulte et l'enfant, le normal et le pathologique, etc. Or, il faut bien dire que l'universel de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il a une grande importance, on peut s'en servir pour lutter contre toutes sortes d'oppressions, on peut s'en servir pour lutter contre au fond, l'inégalité au sens le plus général du terme, mais on ne peut pas s'en servir pour faire de la différence en tant que telle et de la reconnaissance de la différence le noyau, la substance, le moteur d'une universalité plus large. C'est pourquoi moi je ne renonce pas, et je ne renoncerai jamais d'une certaine façon, à défendre dans certains contextes, en particulier quand il s'agit de citoyenneté, les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce que pris à la lettre, et c'est ce qu'avait parfaitement dit le mouvement dont on a célébré récemment l'anniversaire, la marche pour l'égalité, égaux avec nos différences. Bon, ça n'exige pas l'uniformité, mais ça n'exige pas la reconnaissance des différences en tant que telles. Et par conséquent, ça ne permet pas de tenir le langage que tu tenais tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a une universalité de type nouveau qui est à inventer, celle dans lesquelles, et elle est en route, elle s'invente tous les jours autour de nous, par la mixité, par la créolité, par toutes sortes de phénomènes de ce genre. Bon, j'étais un peu trop long, excuse-moi. Tu me poses une question qui est difficile, dont je reconnais que elle peut interpeller et même choquer. Dans le principe, elle ne me semble pas insoluble. J'essaye pas de te récupérer, j'essaie simplement de donner ma position. Non, en revanche, il y a un aspect qui m'intéresse, c'est la manière dont finalement vous faites une critique de l'universalisme, non pas dans son essence même, donc même dans sa prétention fondamentale, mais dans les différentes manifestations historiques ou institutionnelles dans lesquelles l'universalisme s'est présenté à nous. Or, je ne suis pas certaine, si vous permettez, je ne suis pas certaine que c'est le cas de vous, Norman Ajari, qui avait une critique plus radicale au sens où vous n'estimez pas, par exemple, que l'universalisme est problématique en tant que c'est un usage qu'il aurait dévié de son but originel, mais qu'il est problématique dans son essence même.
Si vous permettez, je vais laisser Norman répondre, mais ma position, c'est pas que l'universalisme a dévié. Hein. Je me suis peut-être pas suffisamment bien exprimé. L'exemple de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est parfaitement parlant. Il suffit de mettre en regard immédiatement la révolution haïtienne, si vous voulez, et de l'autre, la fonction que ce discours a remplie progressivement au service de l'ambition impériale française. C'est qu'il y a toujours, dès le début, et on pourrait dire la même chose pour le christianisme ou pour l'islam ou pour n'importe quel grand discours universel, il y a toujours une utilisation par les dominants et une utilisation par les dominés. Et naturellement, moi, je choisis l'utilisation par les dominés parce que je pense que c'est celle qui contient d'une certaine façon la vérité de l'autre, ou qui oblige l'autre à faire face à la contradiction qu'elle ne veut pas connaître. Bon, mais c'est tout. Enfin, disons que pas empêcher Norman de parler. Je pense que ma différence ici avec Balibar ne serait pas que je dis Balibar parce que c'est un nom d'auteur. J'aime bien ce côté années 60 où tout le monde s'appelle par son nom de famille. Ma différence avec Étienne Balibar n'est pas, peut-être pas, enfin, que je considérais fondamentalement l'universalisme comme plus problématique. Ce serait peut-être davantage que je considère que l'universel et le particulier sont deux instruments ou deux outils d'émancipation ou de libération qui sont deux outils qui se situent au même niveau. Je pense qu'il y a dans l'approche de Balibar une idée que finalement l'universel en dernière instance gagne toujours. Je comprends ce que tu veux dire. Et pourtant, il y a des démonstrations. Je ne sais pas si je peux vraiment rentrer, disons, dans les articulations, enfin de la manière dont je comprends les articulations théoriques que fait Balibar dans cet ouvrage, mais je vais le faire assez vite. Balibar nous dit que en utilisant certaines pages de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, qu'à partir du moment où on énonce l'universel, du fait qu'on l'énonce à un endroit spécifique, du fait qu'on l'énonce à partir d'une position spécifique, cet universel se particularise d'emblée. Évidemment, il y a l'inverse qui est vérifié, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on énonce le particulier, d'une certaine manière, il tend vers l'universalité. Et je pense que ce qu'on peut dire à partir de là, c'est que l'universel ne peut pas véritablement gagner dans ce cas-là. C'est-à-dire que l'universel et le particulier, d'une certaine manière, dans certains contextes, sont réversibles. Et j'essaye de prendre cette réversibilité au sérieux en disant que, dans ce cas-là, l'universel et le particulier, ce sont d'une certaine façon des outils. C'est-à-dire qu'on pourrait dire aussi bien que, à partir du moment où on fait un énoncé particulier, il est d'emblée universel, et également l'inverse. C'est magnifique. Je suis d'accord. Et voilà, ça impose des stratégies. Je vais prendre un petit exemple qui me semble intéressant. C'est par exemple l'opposition de deux slogans récentes. Le fameux Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Qu'est-ce qui a été opposé à ce slogan? Quel a été, je dirais, le slogan des suprémacistes blancs? On s'en souvient, c'était All Lives Matter, c'est-à-dire un slogan, toutes les vies comptent. Un slogan d'une universalité magnifique. Enfin, c'est difficile d'être contre ce slogan-là, mais dans ce contexte-là, dans ce contexte spécifique-là, cette espèce d'humanisme creux signifiait en réalité nous n'acceptons pas, ou nous ne reconnaissons pas, nous ne voulons pas voir la spécificité des enjeux de guerre civile larvée qui font que les Noirs sont des morts possibles sans représailles, des types qu'on peut tuer comme ça, et sans être condamnés, sans être inquiétés. Il y avait une espèce de refus de considérer la spécificité qui fait que dans ce cas-là, ce Black Lives Matter, malgré sa particularité, il était, disons, dans une position où il fallait faire valoir sa particularité contre des gens qui pourtant avaient un discours universel qui était formellement exact. Oui, toutes les vies comptent. Mais dans ce contexte-là, dire ça signifie de manière prédatrice refuser la spécificité de la condition noire, refuser de l'admettre et refuser de la voir. Et donc voilà, il y a des contextes comme ça où, disons, le jeu, c'est de connaître la spécificité, de voir la totalité. On peut utiliser un autre vieux concept, considérer la totalité. Davantage que l'universalité, considérer la totalité, c'est-à-dire les rapports sociaux dans leur globalité, et essayer de trouver une manière de tailler une spécificité, de tailler une particularité, c'est-à-dire le droit à l'existence dont on n'a fait que parler depuis le départ, dans cette totalité oppressive.
Voilà, je pense que ça, c'est une autre stratégie. Évidemment, comme je ne cesse de le dire, elle a, disons, une perspective nécessairement universelle dans le sens où elle se situe dans la totalité, mais j'essaye de conserver malgré tout ce terme de particularité qui me semble tout aussi intéressant que le terme d'universel et qui peut nous permettre de comprendre des stratégies différentes. Ce sont des noms, pour moi, pour des stratégies. Et la stratégie décoloniale est une stratégie qui, je pense, en grande partie, tente de redonner sa noblesse, peut-être, à ce mot de particularité. Il nous reste un petit peu de temps ? Oui, bien sûr, il nous reste. Bon, alors écoute, je suis d'accord avec toi. Bon, c'est une victoire. Je pense que ça n'apparaîtra pas ni comme une concession, ni comme une forme de, je sais pas, de flagornerie, etc. Bon, d'abord, on fait de la philo. Cette référence à Hegel est très importante et je suis très content qu'elle te paraisse opératoire. Bon, parce que effectivement, dans mon livre, j'ai beaucoup commenté ce que j'ai appelé le paradoxe constitutif de l'énonciation de l'universel, du discours de l'universel, si tu veux, bon, dont il m'a semblé que Hegel avait donné au début de la phénoménologie une formulation, peut-être pas absolue, indépassable, mais quand même extraordinairement percutante. Bon. Et le point que tu viens de rappeler touche au vif du sujet, parce que la forme sous laquelle Hegel énonce ce paradoxe ne consiste pas d'abord à dire, ce qui est vrai aussi, bien entendu, chaque fois qu'on tient le discours de l'universel, on lui donne un nom, on lui donne ce nom dans un certain langage, on lui donne ce nom, surtout, c'est le point le plus important, pour défendre des intérêts qu'il représente ou qu'il recouvre. Bon. Et par conséquent, on le particularise. Bon. Ça, c'est une possibilité, bien sûr. Il ne faut pas oublier que dans les intérêts qu'on défend, Marx a redit tout ça dans des textes qui viennent quelques décennies à peine plus tard, dans l'idéologie allemande, etc., en termes d'intérêt de classe. Évidemment, si on parle d'intérêt de classe ou de position de parti, c'est parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, parce qu'il y a conflit. Et donc l'intérêt est un intérêt de domination ou de reproduction des privilèges, ou bien c'est un intérêt émancipateur et libératoire, ne l'oublions pas. Bon. Mais l'aspect que toi tu soulignes est plus proche de ce que Hegel dit au départ dans ce texte, parce que le paradoxe l'intéresse lui sous la forme inverse, c'est-à-dire il y a des conditions dans lesquelles énoncer le particulier, c'est en fait d'emblée se situer dans le discours de l'universalité qu'il appelle abstraite. Et moi je m'intéresse comme toi, je pense, aux circonstances dans lesquelles l'énoncé du particulier ou la nomination du particulier acquiert immédiatement et paradoxalement une valeur d'universalité ou une fonction d'universalisation qui ne soit pas purement abstraite, c'est-à-dire qui soit liée à des luttes concrètes et donc, comme tu viens de le dire, à des stratégies. Bon, alors c'est pour ça que les exemples que prend Hegel ou les mots du langage dont il se sert, c'est le je, le nous, les pronoms personnels. Bon, toi tu dis le noir. Bon, et moi je suis complètement d'accord avec ça. Il n'y a pas de valeur absolue qui ferait, ou de signification absolue, qui ferait que le mot homme, par exemple, porterait l'universel et que le noir en serait exclu. D'ailleurs, quand on relit la fin de Peau noire et masque blanc, on voit bien comment Fanon travaille sur cette question d'énonciation et je pense que ça va dans ce sens. Donc, il faut dire qu'il y a un contexte stratégique qui est celui d'un conflit, bien entendu, bon, dans lequel l'énonciation de la particularité et sa nomination et sa revendication est ce qui porte l'universel le plus authentique et non pas l'inverse. Donc ton exemple me satisfait complètement et j'espère qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. De même que dans le contexte de la lutte anti-impérialiste ou décolonisatrice, l'affirmation de la particularité de l'Africain, de l'Arabe,
du jaune, etc. C'est le langage ou le mot qui porte l'universel. De même, dans le contexte extraordinairement violent que tu viens de décrire aux États-Unis et dans ces équivalents qui existent dans les banlieues françaises, ce qui fait un effet d'universalisation, c'est pas toutes les vies valent d'être vécues, même si c'est vrai à un niveau de moralité générale, mais c'est Black Lives Matter. Je suis contre la métaphysique, si tu veux, ou l'essentialisation de la signification des mots. Je suis pour qu'on pose le problème des discours de l'universel dans des contextes de lutte, dans des contextes stratégiques et par conséquent dans des contextes dans lesquels au départ les groupes ou les individus ne sont pas en position d'égalité. Or l'égalité ça ne se décrète pas, ça s'impose. Hein, c'est le sens même de ce que tu viens de dire. Alors justement, revenons sur ce fameux contexte de lutte. Si on pouvait aborder aussi la question du racisme dans la manière dont celui-ci se reconfigure en fonction des contextes sociaux historiques. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un débat qui a lieu autour de ce mot, du mot islamophobie, qui est donc qualifié pour parler d'un racisme à l'endroit des musulmans. On sait que ce mot il pose problème notamment à certaines franges de la gauche qui lui refusent ce statut de racisme au prétexte que l'appartenance à une foi religieuse ne serait pas une race. C'est notamment le cas, je pense, de Jean-Luc Mélenchon qui ne trouve pas pertinent de parler de ce terme, alors même que les victimes d'islamophobie, les victimes musulmanes s'en saisissent et s'organisent autour de ce mot. J'aimerais avoir votre avis un peu sur ce... Alors, qu'est-ce qui commence sur ce... Alors, je vais commencer. Je vais commencer très vite. C'est assez étonnant d'entendre ce discours-là, dans le sens où ces gens disent qu'on ne peut pas utiliser le terme d'islamophobie parce que l'islam n'est pas une race. Ce qui sous-entend que les races existeraient, mais par ailleurs, ces mêmes gens vont dire que les races n'existent pas, même les races sociales, même ces constructions-là n'existent pas. Donc enfin, leur propre argumentation, quand on la confronte à, disons, ces différents moments, s'effondre d'elle-même. Et c'est, d'une certaine manière, nier que le racisme existe à travers ses pratiques, et non pas à travers ses objets. Refuser l'idée que l'islamophobie serait une forme de racisme, c'est refuser l'idée, en réalité, que ces discriminations, ces violences, ces attaques de femmes voilées qui sont nombreuses, qui sont recensées par des organismes spécialisés là-dedans, que tout cela serait légitimé, si ce n'est pas du racisme. Si c'est un type d'attaque ou un type de pratique violente qui ne mérite pas d'être assimilé à du racisme, qui ne mérite pas d'être pris en compte comme l'un des éléments constitutifs, comme l'un des signes, comme l'une des manifestations du racisme. Donc je pense que ce refus qui se base sur l'idée que le terme serait mal choisi, etc. Mais là-dessus, je suis assez d'accord avec un argumentaire qu'a eu Boutelja à un moment donné, c'est-à-dire que le terme d'antisémitisme lui-même est tout aussi mal choisi que le terme d'islamophobie. Mais là-dessus, il faut avoir la même démarche que Balibar vient d'expliquer par rapport aux mots, c'est-à-dire que ces mots-là ne sont pas particulièrement substantiels, mais au contraire, ils trouvent leur sens dans un contexte politique bien particulier. Et il se trouve que ce terme d'islamophobie, eh bien, si les militants l'emploient, si les personnes qui subissent ces violences-là estiment que ce terme-là recouvre une partie de leur vécu, une partie de leur expérience négative, eh bien, je pense que ça suffit à légitimer ce terme. Estimer qu'il faudrait davantage de pertinence ou davantage d'éléments pour légitimer ce terme, que l'expérience des victimes et que l'existence matériellement attestée de ces actes de violence n'est pas suffisante, je pense que ça doit peut-être même nous faire naître en nous certains doutes quant à la volonté de ces politiques de s'attaquer véritablement au racisme. Sinon, même à ces causes, ce serait beaucoup leur demander au moins d'avoir quelques gestes par rapport aux victimes de ces effets. Mais moi, je vais être beaucoup plus radical que toi. Je ne trouve pas du tout que ce mot soit mal choisi.
Je trouve que ce mot est tout à fait pertinent et justement, la comparaison avec antisémitisme est très intéressante parce que antisémitisme, on ne va pas refaire toute l'histoire de l'invention de ce mot à la fin du 19e siècle en France, en Allemagne, etc. Mais justement, antisémitisme est un déplacement, antisémitisme est un euphémisme. Hein. C'est-à-dire qu'il s'agissait de judéophobie, il s'agissait de persécution des communautés, des minorités, des individualités juives ou d'origine juive, etc. Bon, avec toute la complexité que ça recouvre dans l'Europe, disons, modernisatrice. Bon. Et on a appelé ça antisémitisme à la fois parce que on a projeté sur la question, à l'époque, je vais y revenir, sur la question de la religion, tout un imaginaire racial et raciologique qui était en pleine floraison, fondamentalement à cause de la colonisation, d'ailleurs, et du colonialisme, ou qui faisait partie de ce que Edward Said a appelé l'orientalisme. Donc on a estampillé les Juifs comme race. Hein, bon. Et puis de coup, on les a aussi insérés dans un ensemble plus large, aux contours imprécis, ce qui fait qu'ils n'étaient pas les seuls dans cette catégorisation, au moins virtuellement, alors qu'en réalité, c'est d'eux qu'il s'agissait. Tandis que dans le cas de l'islamophobie, il se pose un problème d'une nature tout à fait différente, qui est de savoir si oui ou non l'islam en tant que religion, ou comme dirait Talal Hassad, en tant que tradition, ce qui est bon, et par voie de conséquence aussi en tant que ciment culturel, je dirais, et d'une quantité considérable de la population du monde d'aujourd'hui, fait l'objet, phobie, ça dit bien ce que ça veut dire, non seulement d'un rejet, non seulement d'une méfiance, mais même d'une haine à différents degrés, qui comporte des pulsions éliminatrices ou destructrices. Et il me semble que c'est effectivement le cas. Hein, il me semble que c'est effectivement le cas. Et que les phénomènes qui se développent autour de nous aujourd'hui, alors évidemment les derniers en date sont particulièrement frappants, mais on voit bien qu'ils font partie d'un ensemble, interdisent de se voiler la face et de chercher d'autres terminologies. Quand le président Trump a pris un décret qui a été momentanément repoussé, mais qui va être réintroduit par d'autres façons, après avoir fait lui-même des déclarations expliquant qu'il fallait que les musulmans soient en tant que tels chassés du territoire américain et que, en tout cas dans l'immédiat, on allait prendre nos précautions pour qu'ils ne puissent pas y entrer, hein, en désignant un certain nombre d'États, et puis en faisant aussi toutes sortes de compromis, bien sûr. De quoi s'agissait-il? Sinon d'islamophobie, c'est-à-dire de pointer, de cibler, on va dire les choses de cette façon, des adversaires, des ennemis, donc en fait des victimes soumis à des discriminations, non pas au nom de la race en général, mais au nom du lien qu'ils ont, du lien traditionnel, du lien culturel, du lien national, du lien confessionnel qu'ils ont avec une certaine religion. Bon, et cette religion est démonisée, on pourrait dire les choses de cette façon, et est en train de venir occuper la place de l'ennemi, avec toutes les conséquences que ça peut avoir dans toute une partie du monde, qui ne se limite pas à l'Occident. Hein, c'est un point tout à fait important. Bon, alors, donc, moi, non seulement ne considère pas, quoi que disent Mélenchon ou d'autres, qu'il faut se méfier du terme islamophobie, mais je pense qu'il faut au contraire l'utiliser pour que les choses soient nommées telles qu'elles sont. Bon, alors ensuite, évidemment, pose la question, comme toujours en politique, de savoir comment faire usage avec discernement d'un mot, même quand ce mot est juste. Bon, et ici, sans entrer dans d'interminables discours, je dirais deux choses. Premièrement, quel rapport avec la race et le racisme, ou disons avec la racisation. Bon, alors évidemment, si on prend, c'est une longue histoire, la question du racisme dans un sens très étroit, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais si on prend dans un sens large, celui que j'avais essayé avec beaucoup d'autres
d'illustrer autrefois dans mon travail avec Wallerstein la question des métamorphoses, j'allais dire des métastases, ou en tout cas des élargissements du discours raciste et bon dans le monde qui est le nôtre. Alors évidemment, l'islamophobie fait partie d'une sorte de racisme au sens large, et elle en fait d'autant plus partie que dans les lieux auxquels nous pensons, hein, par exemple certaines banlieues, mais les banlieues c'est très large, hein, bon, enfin disons certains territoires, comme disent certains aujourd'hui, et pas toujours avec de très bonnes intentions, l'amalgame, la fusion est complète entre la stigmatisation raciste d'un côté et la stigmatisation religieuse de l'autre. J'ai tendance à penser qu'il y a un élément qui joue toujours un rôle tout à fait déterminant. Ça m'avait frappé quand on avait commencé à se poser la question de savoir si immigrants ou immigrés plutôt n'étaient pas devenus une sorte de nom de la race dans un pays comme la France. Et la réponse était oui, évidemment. Bon, et ça se voyait en particulier au fait que des gens qui ont la citoyenneté française, parce qu'ils sont nés en France, parce qu'ils l'ont acquis, à la 2e ou à la 3e génération, continuent d'être caractérisés comme immigrants. Bon, ça veut dire que par conséquent, on leur assigné une sorte de tare généalogique qui allait se transmettre indéfiniment. Ce qui voulait dire aussi qu'ils ne seraient jamais considérés comme étant de vrais nationaux, ou comme étant chez eux, ici, de plein droit. Bon, la même chose fonctionne avec l'islam, naturellement, malgré toutes les proclamations sur l'islam, religion de France. Enfin, on voit alterner les politiques de domestication et les politiques de stigmatisation. Ce qui est à l'œuvre ici, c'est un ressort fondamental du racisme ou de la racisation, qui a bien sûr à voir avec la discrimination au sens large, mais surtout à voir avec l'application du schème généalogique, c'est-à-dire ce que sont les parents, les enfants le sont, et ainsi de suite indéfiniment, ils ne s'en sortiront pas. Et alors l'autre élément que je voudrais faire intervenir dans la discussion, c'est pour ça que je parlais de discernement, c'est que je ne vois absolument pas en quoi, et quand je dis ça c'est un peu un euphémisme, en quoi le fait de caractériser sans aucune restriction pour le combattre, évidemment pour la combattre, l'islamophobie doit entraîner la moindre forme, si tu veux, de restriction mentale quand il s'agit de discuter, si possible de l'intérieur, et en dialogue avec les musulmans eux-mêmes, les formes de discrimination ou d'oppression ou de violence qui existent dans l'islam ou dans les communautés musulmanes, comme elles existent dans toutes les cultures humaines, mais peut-être tout particulièrement, évidemment, quand des symboles religieux ou quand des discours de fondation religieuse exercent, on pourrait dire, leur puissante capacité légitimatrice sur des structures sociales de domination, qui sont familiales en particulier, et c'est là que vient toute la question, naturellement, des rapports de sexe ou de genre qui n'est absolument pas propre à l'islam, bien entendu, et d'autres encore auxquels on pourrait penser. Donc, plus on est clair, et je dirais sans concession, sur la dénonciation de l'islamophobie, plus on se donne le droit, la liberté intellectuelle d'exercer, encore une fois, avec discernement, et pas sous la forme extérieure du donneur de leçons, mais en dialogue et en coopération avec les musulmans et les musulmanes elles-mêmes, une capacité de critique, en étant bien conscient aussi naturellement du fait que ce terrain est complètement piégé, c'est-à-dire que dès que on dit, comme je l'ai dit pendant des années, que les filles ou certaines jeunes filles originaires de communautés musulmanes, immigrées plus ou moins récemment, se trouvent prises dans une espèce de double contrainte entre, d'un côté, souvent elles le choisissent eux-mêmes, ce qui change tout, mais entre, d'un côté, des traditions culturelles qui veulent les voiler, et de l'autre, des traditions républicaines qui veulent les dévoiler. Évidemment, ce discours est difficile, ce discours est dangereux parce qu'il est
immédiatement instrumentalisé par l'islamophobie, dont un des thèmes de prédilection, naturellement, est le fait que l'islam serait par excellence et en quelque sorte de toute éternité la religion de l'exploitation des femmes par les hommes ou de la violence exercée contre les filles, comme si ça n'était pas, nous le savons très bien, un phénomène patriarcal, hein, absolument général. On va devoir conclure, mais j'aimerais quand même vous poser une dernière question. Vous l'avez plus ou moins un peu évoqué dans cette dernière intervention. C'est la question de cette nouvelle, de cette spécificité, on va dire, du racisme contemporain, du racisme moderne, qui est un peu cette manière d'associer étroitement et même d'identifier la citoyenneté à la nationalité. En ce sens, l'État-nation est un peu ce qui permet encore aujourd'hui d'inscrire, je dirais, le refoulé colonial au cœur de la citoyenneté, de manière à ce que, en renforçant les frontières nationales, on exclut en fait une certaine catégorie de personnes d'un certain nombre de droits. Et face à cette considération, est-ce que vous pensez que, par exemple, la formulation d'une volonté de l'extension de la citoyenneté au-delà des frontières peut vous apparaître être une alternative antiraciste qui serait pertinente? Alors je précise que le temps nous est extrêmement compté, donc il nous faudrait des interventions très donner courtes. son sentiment. Je veux dire, je vais peut-être pas véritablement répondre sur la question de la citoyenneté transnationale, etc. Enfin, ça exigerait vraiment des efforts de théorisation qui, dans un tel espace, sont absolument impossibles. Ce que j'aimerais juste peut-être répondre à une partie de la question, c'est-à-dire que vous avez dit dans votre question, vous avez parlé du caractère exclusif de certaines formes de citoyenneté ou d'appartenance. Et j'aimerais insister en réalité sur, disons, une ambivalence ou un problème qu'il y a dans cette représentation qu'on a de la critique de l'État-nation à partir de cette thématique de l'exclusion. Je pense que ce qui importe, c'est de comprendre l'inclusion comme tout aussi problématique que l'exclusion. Par exemple, enfin c'est un exemple extrême, mais je pense que les exemples extrêmes ils peuvent servir de révélateurs, de révélateurs pour dévoiler certains problèmes. La question qui était celle aux États-Unis de l'émancipation des esclaves, de leur accession à une certaine forme de citoyenneté. Cette accession à une certaine forme de citoyenneté, elle a posé également de nombreux problèmes. Ça n'a pas été simplement, disons, une espèce d'émergence hors de la zone du non-être, tout à fait formidable et tout à fait dénué de problèmes. Et l'un des principaux problèmes, c'est que cette inclusion, comme quelqu'un comme Saidiya Hartman, qui a travaillé dans un ouvrage important, Scenes of Subjection, sur cette question-là, c'était qu'à partir du moment où ces esclaves n'étaient plus des biens meubles, où ils n'étaient plus des marchandises, ils devenaient plus aisément tuables. C'est là que tous ces lynchages qui font véritablement aujourd'hui partie de l'arbre de lynchage du patrimoine culturel des États-Unis d'Amérique et du sud des États-Unis notamment, sont apparus, puisque ce statut de marchandise faisait que les esclaves, d'une certaine manière, passaient du statut de monnaie d'échange possible à quelque chose qui n'avait absolument plus aucune valeur. Leur vie a perdu d'un seul coup toute leur valeur. Ce que je suis en train de dire, c'est pas que... Enfin, pas en train de faire une espèce d'apologie de l'esclavage, évidemment, enfin, ce serait absolument abject, mais qu'on se rende compte de certaines modalités d'inclusion qui peuvent avoir des problèmes considérables. Et aujourd'hui, l'inclusion conditionnelle en fait partie. Les manières ou les conditions auxquelles on peut accéder à la citoyenneté française sont tout aussi problématiques que la manière dont on peut en être exclu, les modalités de notre inclusion, et c'est y compris, vous avez parlé un petit peu de la question de la reconnaissance tantôt. Cette question de la reconnaissance, les conditions de la reconnaissance sont tout aussi problématiques et peuvent être tout aussi brutales, voire même plus brutales que les possibilités de l'exclusion. C'est quelque chose que Malcolm X a énormément travaillé. Il dit, l'apartheid, la séparation, c'est quelque chose de problématique lorsqu'elle est organisée sous cette forme de la ségrégation aux États-Unis. Mais la question de notre incorporation, de notre, comment est-ce qu'on appelle ça aujourd'hui en France, c'est la question de l'assimilation, c'est la question de l'intégration. C'est également problématique.
Comment faire pour simplement faire ce qu'on veut, être nous-mêmes, vivre les existences qu'on aimerait bien vivre, sans avoir cette espèce de menace, soit de l'exclusion, c'est-à-dire de la tuabilité, de la perte totale de valeur des existences, ou bien une existence sous condition, il faut être d'une telle manière. Les deux sont tout aussi problématiques, c'est-à-dire qu'il faut comprendre cette question de l'inclusion et des conditions qu'on nous impose pour être inclus dans ces sociétés occidentales, comme également partie fondamentale du problème. Bon, alors je crois qu'il nous reste plus de temps. Hein. Quasiment plus. Bon, Vous avez bon, donc il faut que encore une phrase. L'assimilation, bon, n'oublions jamais que l'assimilation est un mot dont l'histoire a été faite par les historiens de la colonisation ou par les spécialistes de l'histoire de la nationalité. En France, Gérard Noiriel par exemple, qui est intimement lié justement à l'histoire coloniale française, et que sa réutilisation dans le contexte actuel est ou son retour périodique dans le contexte actuel est un des symptômes les plus parlants, les plus évidents de la façon dont la vieille discrimination d'origine coloniale se réinscrit en permanence au cœur d'une certaine conception de ce qu'on appelle l'identité nationale, etc. Bon. Donc s'il y a un mot qui symbolise le refus de la différence à l'intérieur de l'égalité ou de la citoyenneté, c'est bien celui-là. Bon. Donc il en ressort aussi très clairement à mes yeux, évidemment, que si la reconnaissance doit avoir lieu, y compris à travers la violence que tu évoquais, il faut que la conception même du citoyen se transforme, la citoyenneté se transforme. Alors pendant longtemps, avec d'autres, j'ai cru non pas que la citoyenneté transnationale ou postnationale était une sorte de solution magique ou de chibolette, bon, mais que c'était une porte d'entrée, on pourrait dire, qui permettent de poser le problème dans sa réalité. En particulier, on n'a pas le temps d'en parler, parce que les frontières aujourd'hui ont complètement changé de statut, et qu'un enjeu fondamental de citoyenneté a à voir avec la traversée des frontières, ou la possibilité d'exister comme citoyen dans plusieurs lieux à la fois. Bon, je voudrais simplement dire un tout dernier mot, c'est que ce que tu dis de la violence de l'intégration ou de l'incorporation, l'exemple que tu prends est incontestable, mais il y en a plein d'autres, je veux dire. Bon. L'exclusion, avec d'autres aussi, je me suis servi de formules comme exclusion intérieure ou inclusion, en effet, excluante, etc. Les femmes, tout au long de l'histoire de la citoyenneté bourgeoise, sont le parfait exemple de cette situation. Elles n'ont été incluses ou reconnues comme citoyennes avec des étapes, la France étant un de ceux qui, comme on sait, a été le plus long à reconnaître sur le plan juridique la qualification d'électeurs ou d'éligibles aux femmes, mais de toute façon à la condition d'être immédiatement cantonnées dans un espace, ce qui veut dire que leur reconnaissance est en même temps une forme de discrimination. Bon. La question ceci dit, qui est posée à l'horizon de tout ça, on la discute depuis longtemps entre nous et autour de nous, c'est celle du rapport entre citoyenneté et nationalité. Bon, alors, pendant longtemps, j'ai dit, effectivement, et je continue de le penser, qu'il fallait desserrer le lien d'équivalence ou d'implication rigide, si tu veux, entre l'idée de citoyenneté et celle de nationalité, c'est-à-dire arriver à reconnaître à la citoyenneté une dimension qui excède la nationalité ou qui la critique. Ça ne dit pas ce qu'on va faire avec la nationalité. Bon. Et on voit bien avec tout ce qui se passe en Europe en ce moment à quel point le problème est fondamental. Et plus je vais, moins je pense qu'il est simple, parce que d'un côté, c'est évident que l'État-nation, à beaucoup d'égards, est en crise de façon irréversible, en particulier parce qu'il n'a plus, à l'échelle internationale, la souveraineté, même les États-Unis, bon, la souveraineté financière ou autre qu'il a pu avoir. D'un autre côté, et ça explique en partie peut-être pourquoi aussi bien à gauche qu'à droite, plutôt à droite qu'à gauche, mais
il n'y a pas d'immunité absolue de ce point de vue. Il y a toutes sortes de gens autour de nous qui rêvent d'une sorte de retour à la souveraineté nationale, et je crains beaucoup que le retour à la souveraineté nationale s'accompagne, encore une fois, avec des différences, je ne veux pas les mettre dans le même panier, entre ceux qui tiennent ce discours à gauche et ceux qui tiennent ce discours à droite, d'un retour en force aussi des pulsions liées à l'exclusion, c'est-à-dire à l'idée de la pureté de l'identité nationale, question de savoir qui est français, qui ne l'est pas, etc., etc. Bon. Mais même quand on aura fait cette critique, on ne saura pas sous quelle forme gérer, je dirais pas l'élimination, parce que moi je ne crois pas à la disparition des nations, je ne pense même pas que ce soit quelque chose de souhaitable. Mais la transformation des fonctions de l'État-nation et de la conception des institutions dans les États-nations dans lesquels nous vivons. On a sous les yeux en ce moment un exemple qui me donne beaucoup à réfléchir. C'est celui du conflit à propos des fonctions de la justice, qui est en pleine actualité, en plein milieu de la campagne électorale. On voit des candidats, alors ceux-là ils sont tous à droite, heureusement, si j'ose dire, pour les besoins de la démonstration, en difficulté avec la fonction judiciaire en raison des comportements délictueux plus ou moins graves qu'ils avaient essayé de camoufler et qui leur reviennent en pleine figure. Et qu'est-ce que ça entraîne? Un discours qu'on appelle populiste. C'est un euphémisme, avec des tendances au fond fascisantes, de remise en question de l'indépendance de la fonction judiciaire. Alors naturellement, il y a un discours d'extrême gauche qui peut aussi expliquer que l'indépendance de la fonction judiciaire, c'est le pouvoir de la bourgeoisie, le peuple n'en a rien à foutre, etc. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. L'indépendance de la fonction judiciaire et naturellement son exercice sous des formes aussi démocratiquement contrôlé que possible, est un aspect fondamental de l'institution de la citoyenneté. Mais c'est très difficile d'imaginer l'indépendance de la fonction judiciaire si on fait purement et simplement disparaître l'idée de souveraineté nationale au sens d'une sorte d'autorité de droit, si tu veux, qui l'inclut. Donc, oui, je crains que le retour du nationalisme n'entraîne une recrudescence du racisme, mais je pense que les formes de transformation de l'État-nation sont un des problèmes politiques les plus difficiles et les plus ouverts de la période à venir. Très bien, c'est la fin de ce débat. Je vous remercie, messieurs. À vous. Merci Louise. D'avoir participé, d'avoir accepté mon invitation. Quant à nous, l'émission n'est pas terminée. On se retrouve très vite pour la suite, c'est-à-dire tout de suite.